Donc, bonjour Madame Gégouzot, vous êtes aujourd'hui présente à l'Espace Ouest France dans le cadre de l'atelier d'interpellation sur la lutte contre le terrorisme en tant que chef de la représentation en France de la Commission européenne. Vous avez aussi été auparavant numéro 2 du secrétariat général aux Commissions européennes, ce qui vous a amené à travailler sur les thématiques du terrorisme et ainsi que sur celle des réfugiés en Europe. Donc nous vous remercions d'avoir accepté cette interview avec Sciences Po Rennes TV aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Alors du coup, pour commencer cette interview, on aurait bien aimé partir d'une espèce de fait dans l'imaginaire collectif. La Commission européenne s'est plus représentée comme une instance économique qui va plus s'occuper de tout ce qui est budget, commerce, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou avec l'extérieur. Et du coup, on aurait aimé savoir quelle est vraiment la place de la Commission européenne dans l'anticipation du risque terroriste. Alors, effectivement, l'histoire de l'Union européenne a d'abord été une histoire économique. Et ce n'est qu'à partir du milieu des années 90 que les questions plus de sécurité sont progressivement rentrées dans le champ de compétences de l'Union européenne. Mais bien entendu, sur ces questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, ce sont les États qui sont principalement responsables et ce sont eux qui ont la compétence. Mais dans la mesure où ces phénomènes terroristes sont souvent des phénomènes transnationaux, et on voit dans des affaires, les très récentes affaires, on a des ramifications en Belgique, en Allemagne, en Slovénie. Enfin, on a beaucoup de pays de l'Union européenne qui sont concernés. Et donc, il est important de mettre en place les outils transfrontières qui permettront aux enquêtes de se dérouler de manière fluide. Et donc l'Union européenne et la Commission interviennent comme un facilitateur pour aider les enquêteurs, leur donner les outils qui leur permettront d'être plus efficaces. Donc c'est en appui, mais les polices restent des polices nationales, les justices aussi, mais il faut qu'elles puissent travailler bien ensemble et c'est comme ça qu'intervient l'Union européenne. Et justement, après chaque attentat, il y a de nouveaux programmes qui sont mis en place. Donc, il y a eu l'Eurojust, il y a eu le réseau de sensibilisation à la radicalisation ou encore Airpol. Et du coup, dans cette optique, comment l'Union européenne ou même la Commission européenne pourrait-elle développer la transparence de ces institutions, en particulier au niveau du terrorisme et vis-à-vis des citoyens européens ? Alors, si je reprends ce que je disais, on cherche à faire en sorte que les policiers, les magistrats européens puissent avoir des outils pour lutter efficacement contre le terrorisme. Alors, depuis 15 ans, on a mis en place, ça a vraiment commencé après les attentats de 2001, on a mis en place ces outils. Parmi les outils que vous citez, il y a Eurojust, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'Eurojust ? Eh bien, c'est un regroupement de procureurs, des procureurs nationaux qui sont regroupés ensemble à La Haye et qui s'aident. Lorsqu'il y a eu les attentats en France, le procureur, le représentant français auprès d'Eurojust a travaillé très étroitement avec son collègue belge, avec ses collègues de tous les États pour échanger des informations, faciliter les enquêtes, faire en sorte que ça fonctionne bien. Autre exemple de ce qu'a mis en place l'Europe, le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, jusqu'il y a très longtemps, il n'existait que l'extradition. On ne se souvient pas que les attentats du RER Saint-Michel en 1995, un des auteurs s'appelait Rachid Ramda. Il s'était réfugié au Royaume-Uni, il a mis 10 ans pour être extradé en France. Aujourd'hui, Alassane Abdeslam a mis 6 semaines. Et donc, les outils européens servent à ça. Alors, on en a mis toute une série en place. Ils sont mis en place selon les procédures de l'Union européenne. Donc, la Commission fait des propositions. Ensuite, ces propositions sont débattues par le Conseil, donc la représentation des États membres qui sont représentés au sein du Conseil et au Parlement européen. Et petit à petit, on se met d'accord pour faire ces outils. Donc la transparence démocratique, elle est totale. Les textes sont publics. Ensuite, les débats, chaque État est représenté autour de la table du Conseil pour mettre en place ces outils. Le Parlement aussi intervient, démocratiquement élu par tous les Européens. Et donc, petit à petit, on trouve des accords qui se font. Donc, je pourrais énumérer toute une série d'outils. Je peux le faire si vous voulez. On a Europol aussi, qui est très important en matière de terrorisme. On a mis en place au sein d'Europol d'autres... Le réseau, vous avez mentionné le réseau de lutte contre la radicalisation.
radicalisation, on l'appelle en anglais le RAN, Radicalization Awareness Network. Ça, c'est un petit peu différent. C'est un réseau qui permet aux États et aux praticiens d'échanger leurs expériences. Par exemple, la France a été assez active sur le domaine de la prison pour faire en sorte que les expériences de traitement de la radicalisation telles qu'elles sont faites en France puissent permettre aux autres pays de réfléchir. On a même chose sur le contre-discours. Par exemple, les Britanniques ont fait des choses très intéressantes pour lutter contre les discours radicaux. Et donc le RAN est un lieu où on échange des expériences entre praticiens. Alors, la question du terrorisme soulève de nombreuses problématiques, notamment au niveau de la gestion des données personnelles. En effet, beaucoup de personnes en France, même au niveau de l'Union européenne, craignent une atteinte à la vie privée qui serait du coup généralisée au niveau de l'Union. Le PNR, du coup, le Personal Name Records, par exemple, que la Commission souhaite mettre en place d'ici 2018, brassera de nombreuses données, que ce soit le nom, les adresses, les bagages des différents passagers qui prennent l'avion dans l'Union européenne. Est-ce que du coup, au niveau de la Commission, vous êtes retrouvé confronté à des réticences de la part d'organisations qui font partie de la société civile, ou même est-ce que vous vous retrouvez confronté à un refus de la part des États ? Alors, le PNR est un sujet qui a fait effectivement débat, puisque la première proposition de la Commission datait de 2011 et l'accord du Parlement européen n'a eu lieu qu'au mois de mars. Donc, le texte a été adopté en mars 2016. Il doit être mis en œuvre par les États pour 2018. Alors, ce n'est pas la Commission, c'est l'Union européenne, je précise, parce que la Commission fait des propositions, mais ce n'est pas la Commission qui les adopte. La Commission fait des propositions, elles sont ensuite discutées, comme je le disais, par le Conseil et par le Parlement, avant d'être adopté. Alors, pour répondre au fond de votre question, d'abord, qu'est-ce que c'est que le PNR ? C'est un système qui fait que lorsqu'on fait une réservation d'avion, cette réservation va pouvoir être confrontée avec un certain nombre de fichiers pour voir, par exemple, si, je vous donne un exemple qui n'est pas en matière de terrorisme, en matière de trafic de drogue, quelqu'un qui va de Bogota à Paris, mais qui ne prend pas le chemin direct pour essayer justement de cacher qu'il vient de Bogota, parce que les vols de Bogota sont un petit peu plus surveillés que les autres, on va pouvoir remarquer que certaines personnes font des vols bizarres. Et donc, ça va pouvoir essayer de permettre... C'est un outil d'aide à l'enquête, le PNR. Alors, on est toujours dans ce type de choses, dans la nécessité d'avoir un arbitrage fort entre la sécurité, les exigences de la sécurité publique, et les exigences sont très fortes aujourd'hui, notamment du fait des actes terroristes, et la protection de la liberté des personnes, qui est une valeur absolument fondamentale de l'Union européenne. Alors sur le PNR, c'est ce débat que l'on a eu pour faire en sorte que on puisse mettre le curseur au bon niveau, que l'on puisse disposer de ces données, mais pas trop longtemps, dans certaines conditions, et tout ça est extrêmement surveillé, tout le monde n'y a pas accès. L'accès aux données se fait dans des conditions tout à fait limitées et organisées. C'est pas tout le monde qui peut savoir qui a pris l'avion pour aller où et quand. C'est véritablement dans des conditions limitées, mais c'est aussi un outil extrêmement important parce que ça permet, entre autres, de repérer que si des terroristes veulent rentrer sur le territoire. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu d'indépendance de l'Union européenne. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont des PNR, les États-Unis notamment, mais pas que. On en était à une situation où à peu près tous les États tiers avaient les données de l'Union européenne, mais l'Union européenne ne l'avait pas. Or, en créant un PNR européen, on met un standard de protection des données et l'Union européenne va pouvoir dire aux autres États je vous donne mes données, mais vous n'avez pas la possibilité de les utiliser autrement que ce que moi j'aurais fait. Et donc, en créant notre propre système, on crée notre standard et on impose au reste du monde le standard européen qui est un des plus protecteurs en matière de protection des données. Donc aujourd'hui, lors de cet atelier d'interpellation sur la lutte contre le terrorisme qui vise à sensibiliser et à interroger les jeunes sur cette question, votre venue à ce débat citoyen s'inscrit donc dans la perspective d'être plus en contact avec la société civile et de donner une dimension plus politique à la Commission européenne, comme le désire Jean-Claude Juncker. Donc quelles sont vos attentes par rapport à ce type de débat citoyen
Et est-ce que la multiplication de ces réflexions peut-elle réellement permettre aux citoyens de s'approprier l'espace politique européen ? Alors effectivement, on fait ce débat le 7 novembre à la Halle Marteneau, donc j'invite tous les étudiants de Sciences Po et les autres à venir parce que c'est une occasion assez exceptionnelle de débattre avec un haut responsable de la Commission européenne. Frans Timmermans n'est pas très connu en France, mais il est le bras droit de Jean-Claude Juncker, c'est le numéro 2 de la Commission. Il est néerlandais, il parle un très beau français, vous pourrez voir. Il a publié récemment un livre qui s'appelle Fraternité sur la crise migratoire et qui vise à rappeler quelles sont les grandes valeurs de l'Union européenne, et on considère que c'est très important, particulièrement aujourd'hui et particulièrement parce qu'il y a eu le Brexit, de venir discuter avec les citoyens partout en Europe. Ces débats se multiplient partout en Europe, donc là on en fait un à Rennes, et c'est très important que l'Europe soit un sujet de discussion. Ce n'est pas l'Europe, je dis ça souvent, ce n'est pas eux à Bruxelles. L'Europe, c'est vous, c'est nous, c'est ce qu'on en fait. C'est un projet qui est en construction, qui est un projet qui doit donner lieu à débat démocratique, et c'est l'objet de ces rencontres. D'accord. Du coup, pour finir cette interview, on aurait aimé parler d'un sujet, un moment d'actualité. On a pu voir cette semaine qu'on avait eu beaucoup de débats autour du démantèlement de la jungle de Calais. Et du coup, on aurait aimé savoir quel était vraiment le rôle de la Commission européenne par rapport à cette crise des réfugiés en Europe. Et aussi si la Commission avait un rôle au niveau de la coordination entre la France et la Grande-Bretagne par rapport à ce sujet-là. Alors, sur Calais à proprement dit, sur la politique européenne en matière migratoire, il y a eu tout un atelier il y a peu de temps tout à l'heure, et le débat permettra d'en discuter, donc je ne vais pas être très longue là-dessus. Peut-être juste plus précisément sur Calais. D'abord, l'Union européenne a aidé la France à essayer d'accueillir le moins mal possible ces migrants, et donc il y avait un budget de 10 millions d'euros qui a été mis en place pour aider la France à accueillir les migrants. Sur la relation bilatérale avec le Royaume-Uni, ce n'est pas de la compétence de l'Union européenne, c'est vraiment des relations entre la France et le Royaume-Uni dans le cadre des accords du Touquet, qui sont des accords bilatéraux. Et c'est à l'occasion de ces accords que la France a mis en place un système où l'entrée sur le Royaume-Uni, les contrôles se font sur le territoire français. Donc ça, c'est une question bilatérale franco-britannique. Par contre, bien entendu, l'Union européenne intervient, elle intervient comme en solidarité, donc pour aider la France, et puis elle intervient aussi pour vérifier qu'un certain nombre de règles sont respectées. D'accord, merci beaucoup d'avoir Merci à vous. répondu à nos questions.